Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. L'étrange guerre. Les fondements, les objectifs, les acteurs, les modes opératoires. L'étrange guerre est une série de conversations autour de la guerre au Congo-Kinshasa avec l'abbé et analyste politique Jean-Pierre Mbelou. Donc, dans son livre Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, le journaliste d'investigation Charles Onana explique que l'Union européenne finance et tolère l'ensauvagement de ceux qui prétendent gouverner le Congo aujourd'hui. Pourtant, cette même Union européenne soutient aussi en Ukraine les fascistes qui aujourd'hui et en même temps combattent la démocratie au sein même de l'Europe. Quelles sont les ambitions particulières de l'Union européenne au Congo et comment cette Union européenne opère-t-elle dans cette stratégie du chaos organisé au Congo ? Sur cette question, commençons par dire qu'il y a une documentation très abondante en dehors du livre de Charles Onana que vous citez. Je vais faire allusion à un article d'une journaliste appelée Bowie. Et dans cet article intitulé « L'Africom des États-Unis et la militarisation du continent africain, le combat contre l'implantation économique chinoise ». Dans cet article, qu'est-ce que l'auteur soutient? Neil Bowie montre ceci, que depuis l'époque de l'Empire britannique et du manifeste de Cecil Rhodes, la chasse au trésor de ce continent a montré le peu de valeur qu'on attache à la vie humaine. Il est bon de chercher à remonter jusqu'à Cecil Rhodes si nous voulons comprendre ce qui se passe au Congo et en Afrique aujourd'hui, surtout dans la région des Grands Lacs. N'oublions surtout pas que la guerre de la région des Grands Lacs est aussi la guerre de Clinton. Et si vous lisez la biographie de Bill Clinton, vous verrez qu'il a étudié avec la bourse de Cecil Rhodes. Ce n'est pas un fait anodin. Alors, dans cet article, Neil Bowie a lu les livres blancs et de l'Union européenne et des États-Unis. Dans un livre blanc de 2010, la Commission européenne parle du besoin urgent de constituer des réserves de tantale, cobalt, niobium et tungstène et tungstène entre autres. Le livre blanc du département de l'énergie des États-Unis de 2010 parle de la stratégie pour les minéraux indispensables aux États-Unis et a reconnu l'importance stratégique de ces composantes clés. Comme par hasard, écrit Neil Bowie, l'armée états-unienne essaye aujourd'hui d'augmenter sa présence dans le pays, au Congo. Le Congo qui est considéré comme le plus riche en matières premières. Et voilà. Donc là, c'est un témoignage d'une personne qui a lu les livres blancs des pays occidentaux, l'Union européenne et les États-Unis. Et dans son livre Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent,
Charles Onana écrit entre autres ceci. Un membre du Congrès américain a pu recueillir des éléments prouvant que le Pentagone leur avait fourni un soutien logistique et une formation appropriée dans le domaine de la guerre clandestine, avait fourni à ses proxys rwando-ougandais. Ni les rapports ultérieurs des experts des Nations Unies sur le pillage massif des ressources minières de l'Est, à l'Est de la République démocratique du Congo, ni l'accumulation de preuves sur les exactions commises par les troupes rwandaises en RDC ne vont inciter les États-Unis à prendre des mesures particulières contre le régime de Kagame. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ceci. Vous prenez un article écrit par Ralph Kusters en 2006. L'article est intitulé « Patron allemand, partisan d'une guerre des matières premières ». Et pour ces patrons, l'Allemagne doit assurer son acheminement en matières premières stratégiques, au besoin en cédant des moyens militaires. C'est ce qu'a expliqué fin mars à Berlin Karl-Heinz Dorner, président de la task force allemande chargée des matières premières. Dorner y est allé d'un premier briefing sur la stratégie générale allemande à ce propos, stratégie qu'il veut opérationnelle pour mars 2007. Et souvenez-vous qu'en 2006, pour organiser la mascarade électorale, l'Union européenne a dû se déployer en République démocratique du Congo. Il y a eu son armée qu'on a appelée EUFOR à ce moment-là, et celui qui était, entre autres, à la tête de cette armée, c'était un Allemand. Et dans ce texte de Ralph Kusters, il est écrit ceci. Pour affronter la concurrence internationale sur les marchés de matières premières, les stratèges allemands envisageront également les possibilités de guerre ou de subversion dans les territoires à risque. Subversion. Oui. Ils envisageront les possibilités de guerre ou de subversion dans les territoires à risque. Donc ça, ce sont des textes qui existent, qui montrent que la guerre au Congo, depuis qu'elle a commencé, n'a que ceci comme objectif ultime. Faire main basse sur les richesses du sol et du sous-sol congolais en se servant de tous les moyens possibles et imaginables, dont la guerre. Donc la guerre a servi de moyen d'accaparement des richesses du Congo, que ce soit du côté des États-Unis ou de l'Union européenne. Et il y a 3 ou 4 documentaires importants sur cette question. Quand vous prenez le conflit au Congo, la vérité dévoilée, vous entendez vous-même les professeurs d'université américains avouer que c'est le Congo qui a fait la puissance économique des États-Unis. Rappelez-vous que les États-Unis ont utilisé l'uranium du Congo pendant la Deuxième Guerre mondiale, et sa puissance militaire. Donc, pour eux, pour les États-Unis, le Congo est un pays indispensable à sa puissance économique et à sa puissance militaire. Mais malheureusement, nous aurions souhaité que, ayant remarqué cela, ils mènent des relations de commerce normales pour pouvoir avoir accès à ces matières premières. Malheureusement, ils recourent à la guerre et à la destruction. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une documentation abondante qui vient appuyer ce qui est écrit dans le livre de Charles Onana. Et ce livre
a l'avantage de présenter certains documents, les débats qu'il y a eu entre certains représentants de l'Union européenne, par exemple, au Congo, et qui attestent qu'il y avait un soutien offert à M. Joseph Kabila, non pas parce que il allait effectivement gagner les élections, mais parce que l'Union européenne avait besoin de quelqu'un qui pourrait travailler à pouvoir servir ses intérêts, et en le faisant main dans la main avec M. Paul Kagame. Il y a donc le discours interne de l'Union européenne qui passe par des livres blancs qui expliquent une stratégie de prédation. Oui. Et ensuite, il y a le discours officiel des chefs d'État, dont François Hollande, qui est arrivé à Kinshasa en 2012 pour la francophonie, qui a dénoncé à la fois la situation politique, économique et sociale du Congo. Comment s'orchestre ce double langage sur le terrain? Parce que si les livres blancs existent, ils sont facilement démasquables, et donc le discours est forcément pris en tant que mensonge, mais on voit que la réalité n'est pas ainsi. Dans la réalité, on a l'impression que François Hollande a une politique française sur le Congo, que les Allemands ont un discours particulier. Or, les livres blancs montrent qu'il y a un discours cohérent de l'Union européenne, pas de la France, pas de la Belgique, pas de l'Allemagne. Oui, les livres blancs existent, les textes existent, mais rappelez-vous que je ne cesse d'insister sur le fait que nous devons pouvoir maîtriser le mode opératoire de l'autre. Souvent, il avance masqué et il utilise un double discours. Il y a le discours officiel qui est souvent un discours fait de bonnes intentions. Nous voulons aider le Congo à pouvoir devenir un pays démocratique. Nous voulons aider le Congo à pouvoir respecter les droits de l'homme, et patati patata. Mais le discours officieux, c'est que nous devons pouvoir, à tout prix, avoir accès aux richesses du sol et du sous-sol congolais. N'oubliez surtout pas que la guerre qui a éclaté au Congo vers les années 90 a été aussi la guerre menée par les États-Unis contre ce qu'ils estimaient être le précaré franco-belge. Donc, après la chute du mur de Berlin, il était important de pouvoir faire du monde entier un marché néolibéral non régulé, et il n'y avait plus de chasse gardée pour quelque pays que ce soit. Ça, ce sont des idées à avoir en permanence en tête pour comprendre ce qui s'est passé réellement au Congo. Et nous aimons aussi rappeler ceci. Ce qui s'est passé au Congo, ce n'est pas un fait particulier, non. Rappelez-vous que quand nous avons fait allusion au livre de Philippe de Villiers, nous avons montré comment, depuis les années 70, la trilatérale lutte contre l'irruption des masses sur la scène politique et travaille au détricotage des États-nations pour faire du monde entier un marché des consommateurs compulsifs. Donc il faut avoir régulièrement cette idée-là en tête pour comprendre la suite. Si nous perdons de vue ce mode opératoire, nous risquons de ne pas comprendre ce qui se passe après. Et puis, il y a aussi cette idée de Michel Colomb. Les puissances qui estiment être grandes s'affrontent régulièrement entre elles au cours des guerres qui peuvent être froides, tièdes ou chaudes, et ces guerres peuvent à un certain moment éclater au grand jour et devenir réellement une guerre militaire. Mais bien qu'ayant des intérêts communs, il arrive que chaque pays cherche à tirer la couverture de son côté. Donc la France, avec ses multinationales,
va chercher à les placer, par exemple, en ordre utile dans les pays africains. D'ailleurs, je lisais une petite information de Mediapart. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'ex-président de l'UDI, là, c'est qui François Bayrou? Non. Celui qui parle du soleil, de l'énergie. Bourlot. Ah. Bourlot. Lui, Borloo, serait une nouvelle carte de la France-Afrique, que François Hollande utilise. Il lui parle à temps et à contre-temps, et voilà. Il se présente comme celui qui voudrait aider l'Afrique à pouvoir s'électrifier, avoir accès à l'énergie propre. Mais dans l'entretemps, c'est toute une politique de la France-Afrique qu'il voudrait mener avec le président François Hollande. Donc, c'est toujours important de considérer les deux niveaux du discours, le niveau officiel, fait des bonnes intentions, et le niveau officieux. Et c'est au niveau officieux où certains grands principes de destruction des pays, de pillage des pays, des prédations sont émis et respectés. Alors, il y a eu un interlude un peu flou entre juillet 94 et la guerre au Zaïre à l'époque. Pendant ces 2 ans-là, beaucoup n'ont pas compris qu'il y a une préparation de guerre contre le Zaïre. Donc comment s'est opéré le mode opératoire de prédation, puisque vous avez expliqué que depuis l'Ouganda en 86 jusqu'en 96, c'était une guerre planifiée. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 94 et 96 pour qu'une guerre éclate au Zaïre? Attention, revenons un peu à une bonne chronologie. Je me sers de la chronologie de notre ami Helmut Strizek. Helmut Strizek a fait une très très bonne chronologie. Il a travaillé comme coopérant allemand dans cette partie de l'Afrique, et sa chronologie nous semble fiable. N'oublions pas que depuis juin 90, il y a eu des incursions du Front patriotique rwandais au Rwanda, et des massacres perpétrés par le Front patriotique rwandais. Quand Museveni prend le pouvoir avec l'aide des Américains et chasse Milton Obote, nous sommes là en train d'effectuer, ils sont là, eux et leurs parents, en train d'effectuer un premier pas qui va leur servir de tremplin pour entrer au Congo. Donc, l'Ouganda et le Rwanda ont servi de tremplin aux anglo-saxons pour faire leur incursion au Congo. Alors, qu'est-ce qui a fait que, depuis les années 90, ils aient attendu entre 94 et 87 avant d'aller chez nous, d'arriver au Congo? Ils devaient trouver une marionnette. Pour couvrir cette guerre de prédation et d'agression qui a des côtés racistes très, très prononcés. Comment trouver une marionnette? Museveni a dû se battre et trouver une marionnette dénommée Laurent Désiré Kabila pour qu'il aille le présenter chez M. Paul Kagame. La marionnette devait leur servir de couverture. Alors, Kabila a dû avoir à ses côtés d'autres compatriotes congolais. Il y a Massa Sungandou, il y a l'ami de
de Kabila qui est décédé maintenant, Victor Mpoyo. Donc, il a dû lui aussi contacter certains compatriotes congolais pour qu'ensemble, ils s'allient aux Rwandais et fassent comme si c'était eux, les Congolais, qui venaient chasser Mobutu. Là, je voudrais faire une remarque importante. Vous avez des amis qui vous disent aujourd'hui, ah oui, mais Mobutu c'était un dictateur, il devait partir. Oui. Mais quand ces mêmes amis parlent des autres pays, comme par exemple la Syrie, ils vous disent, oui, Assad c'est un dictateur, mais bien qu'au dictateur, ce sont les Syriens qui doivent décider de son sort, et non un autre pays. Alors de temps en temps, je demande à ces amis, mais pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé aux Congolais le choix de pouvoir chasser Mobutu? On est allé trouver des marionnettes pour qu'ils servent de paravent à une guerre de prédation de basse intensité. Donc il y a là comme une approche discriminatoire des Congolais. Donc eux ne peuvent pas travailler à chasser leurs dictateurs. Il faut qu'on aille leur trouver des marionnettes pour couvrir une guerre de prédation et de basse intensité. Donc si je fais allusion à un monsieur comme Helmut Strizek, qui n'est pas beaucoup cité dans cette guerre, c'est parce qu'il vient d'écrire, il a écrit un livre intéressant en 2011. Le livre est intitulé Clinton sur le lac Kivu. Il y a un titre allemand que je pourrais trouver, que je vous donnerai, parce que Helmut Strizek est convaincu, comme beaucoup d'Africains, de Congolais aujourd'hui, que la guerre du Congo a été la guerre de Clinton, hein, avec ses entreprises multinationales, entre autres comme AMFI, quelque chose comme ça. Donc, de 94 à 97, il y a d'abord eu cette histoire de l'attentat à l'avion du président Habyarimana, le 6 avril. Il fallait mater la révolte intérieure liée à cet attentat. Il y avait entre autres, pendant tout ce temps les démarches qui étaient faites pour que il y ait réconciliation entre les deux camps, le camp Tutsi et le camp Hutu. Ce que Kagame n'a pas voulu, et on sait lire cela, ne fût-ce qu'à partir du titre de Jean-Baptiste Kulu Ingoma, qui écrit « Rwanda, le pouvoir à tout prix, d'une dictature à une autre ». Non, Kagame voulait le pouvoir à tout prix. C'est ainsi que il n'a pas accepté de pouvoir adhérer aux résolutions qui avaient été faites à Arusha. Donc ce qui importait pour lui, c'était avoir le pouvoir. Donc après l'attentat, il était important de pouvoir d'abord mater la révolte intérieure. N'oublions pas qu'avec les incursions qui avaient été faites à plusieurs reprises à partir de l'Ouganda, il y avait eu une exacerbation de la haine chez les Hutus. Et Kagame, malin qu'il était, avait créé une branche des Hutus qu'on a appelé les Interahamwe. Et celui qui était à la tête des Interahamwe, c'était un Tutsi. Et vous savez lire cela dans ce livre de Bernard Lugan, Les guerres d'Afrique, à la page 334. Donc, il fallait constituer tout ça, constituer tout cela pour donner une forme à cette guerre et l'appeler guerre de libération. Non, Kagame, c'est quelqu'un qui est venu au Rwanda pour pouvoir libérer les Tutsis qui avaient été génocidés par les Hutus. Or, ce n'était pas cela le but ultime de cette guerre. Le but ultime, c'était de se servir, d'instrumentaliser l'Ouganda et le Rwanda pour faire incursion au Congo. Alors, il fallait mettre du temps pour créer le groupe de marionnettes, trouver un prétexte pour pouvoir faire
incursion au Congo et le prétexte a été trouvé quand, à l'est du pays, il semble y avoir eu des inquiétudes causées au Banyamulenge, dont ils se sont servis de ce prétexte-là pour pouvoir marcher sur le Congo. À partir de là, il y a deux choses. Vous réfutez l'idée, justement, c'est répandu au niveau des médias et même au niveau d'une partie des élites africaines, l'idée selon laquelle le petit Rwanda a vaincu militairement le Grand Congo au cours d'une guerre qui les aurait opposés dans les années 90. Mais là où la question se pose, c'est pourquoi et comment cette lecture, qu'on peut dire révisionniste dans ce cas, de notre histoire s'est-elle insérée dans les esprits aujourd'hui? Ah, pardon. Quand on parle du petit Rwanda qui a vaincu le Grand Congo, on met entre parenthèses les acteurs majeurs, et on met sur le devant de la scène les acteurs apparents. Là, c'est le fil conducteur de ma réflexion, l'un des fils conducteurs de ma réflexion, les différents niveaux d'action et les différents acteurs à identifier. Or, quand vous prenez la préface faite par Cynthia Makinei au livre de Charles Onana, ces tueurs Tutsi, au cœur de la tragédie congolaise, elle qui a été l'envoyée spéciale de Bill Clinton en Afrique des Grands Lacs en 1997, elle en arrive à dire ceci. Quand elle a cherché à voir clair, en interrogeant les différents acteurs, en cherchant des bonnes informations à gauche et à droite, elle a dû faire face à des forces d'inertie et à un silence terrible. C'est ainsi qu'elle a pris la décision de pouvoir écrire elle-même à Bill Clinton, dont elle a été l'envoyée. Vous prenez la lettre écrite par Monseigneur Munziriwa au président Jimmy Carter. C'est une lettre qui est tellement claire que vous vous rendez compte, en dehors du fait que Kagame a été formé militairement et à la guérilla aux États-Unis, il y a eu des instructeurs américains sur place. Il y a eu, par exemple, en 1995, il y en avait déjà 50. Monseigneur écrit, on sait que 50 instructeurs américains contribuent à la formation des soldats de l'armée patriotique rwandaise. Et vous le savez certainement, c'est avec la logistique et du matériel américain que les soldats de l'APR ont attaqué la nuit du 6 au 7 décembre 1995 les pauvres paysans Hutus habitant l'île d'Iwawa, située en territoire rwandais près de Goma. Et quand il y a un autre témoignage que donne un témoin de l'intérieur, et là je voudrais faire une petite remarque, que nous l'aimions ou pas, Honoré Ngwanda fut un témoin de l'intérieur. Donc, ce dont nous avons besoin quand nous analysons ce qu'il dit, ce n'est pas que nous commencions par dire nous aimons Honoré Ngwanda. Non, nous avons affaire à un témoin de l'intérieur. Quand il est appelé, et il le dit dans l'une de ses témoignages dans une vidéo, il est appelé par le Quai d'Orsay en France, il a un rendez-vous, il arrive, il est à un hôtel, et le téléphone sonne. On lui dit, celui qui l'appelle se présente, c'était quelqu'un de l'ambassade des États-Unis. On lui demande s'il pouvait passer le jour suivant à l'ambassade des États-Unis, un peu tôt. Lui répond, il dit non, j'ai un dîner, j'ai un déjeuner au Quai d'Orsay, je ne serais pas passé à cette heure-là. Alors celui qui était au bout, ou celle qui était au bout du fil, lui dit non, ça ne sert à rien d'aller là-bas parce que c'est nous qui vous faisons la guerre. Donc, il y a tous ces témoignages-là. Et quand vous prenez les films, j'ai fait allusion au documentaire, vous prenez Rwanda Untold Story, vous prenez L'Afrique en morceaux, vous prenez Qui a tué Laurent Désiré Kabila,
vous avez ces acteurs majeurs qui s'expriment, qui parlent, qui disent ce qu'ils ont fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? La méthode est la suivante. Les médias officiels colportent la version officielle. Et les médias officiels sont souvent des médias dominants, des médias mensonges. Alors, comment est-ce qu'elles procèdent? Ils procèdent par occultation de l'histoire. Donc, quand on parle de ce qui s'est passé, on occulte l'histoire et les causes matérielles de ce qui s'est passé. Alors, comme les médias mensonges sont les médias dominants et qu'ils répètent à tout moment la version officielle, cette version finit par gagner les cœurs et les esprits. Voilà pourquoi, déjà à ce niveau-là, pour pouvoir aller au-delà de cette version officielle, nous avons besoin des médias alternatifs. Donc, même si nous arrive de pouvoir écouter les médias dominants, nous avons intérêt à pouvoir aller vers les médias alternatifs, mais aussi à lire les témoignages des témoins institutionnels. J'ai cité Cynthia Makinei, j'ai cité Honoré Ngwanda, je peux citer Karegeya qui a été assassiné en Afrique du Sud, je peux citer Kayumba Nyamwasa qui est encore en Afrique du Sud, qui a été dont la vie a été mise en danger à plusieurs reprises, mais je peux aussi citer les Gassana qui ont écrit sur la chose, je peux citer Théogène Rodasingwa qui a témoigné sur la chose, qui a dit qu'ils ont menti au monde. Alors, quand un mensonge est répété à plusieurs reprises, il finit par devenir une vérité dans certains esprits faibles qui, à un certain moment, se lassent de pouvoir mener des recherches approfondies. Donc, il y a les médias mensonges qui jouent un rôle très important dans cette imposition de la vérité officielle. Donc, nous avons là un devoir sérieux, c'est celui de la réécriture de notre histoire à partir des témoignages des acteurs de l'intérieur institutionnel, mais à partir de tous ces messieurs, de toutes ces dames qui ont travaillé dans cette partie de l'Afrique des Grands Lacs et dont les écrits sont aujourd'hui accessibles. Sur la réécriture de l'histoire et sur l'exemple du prétexte de Kagame pour attaquer le Congo en 96, c'est-à-dire une minorité Tutsi qui est maltraitée, qu'il faut sauver. Vous avez écrit dans l'article « Si nous avions une armée forte et républicaine de RDC » que le Congo illustre comment se mènent les guerres actuelles. Est-ce que vous pouvez en fait revenir sur ce processus qui font appel à une minorité pour arriver à une intervention armée? Ah oui, j'aimerais ajouter quelque chose à la réponse que je venais de vous donner à la question précédente. Quand on dit que le petit Rwanda a vaincu le grand Congo, on se livre à un jeu malsain. C'est une façon de criminaliser les Congolais. C'est une façon de rabaisser les Congolais, de les humilier. Donc vous voyez, vous ne valez rien. Vous avez été vaincu par le petit Rwanda. Et ce faisant, on entretient le ressentiment, on entretient la rancœur, on crée de la haine qui peut à un certain moment exploser. Donc ce sont les tactiques d'une guerre perpétuelle entretenue par ceux qui l'ont fabriquée, mais aussi par certains compatriotes qui n'en comprennent pas les méthodes, les stratégies et les tactiques. L'exacerbation de la haine et du ressentiment fait partie des détonateurs de ces guerres perpétuelles qui sont des guerres pour créer les États ratés, pour créer le chaos. Alors, ceux qui disent
que le petit Rwanda a vaincu le petit Congo, ils disent aussi que si nous avions une armée forte, nous aurions vaincu le petit Rwanda. Mais ils oublient ceci. Avant d'attaquer le Congo, tous les généraux qui étaient autour de Mobutu avaient déjà été corrompus par les acteurs majeurs de cette guerre. Donc, ils avaient été corrompus et ils avaient vendu les armes, ils avaient vendu les tanks et... Donc, il n'y avait plus d'armée que de nom. C'était une coquille vide. Là, nous touchons aussi du doigt l'une des tactiques auxquelles recourent les acteurs majeurs pour pouvoir détruire les nations, pour pouvoir, et les États, pour en faire des États ratés. Donc, la corruption est une des tactiques utilisées par les acteurs majeurs de la guerre pour pouvoir avancer, atteindre rapidement leur objectif ultime. Alors, même si nous avions une armée forte, n'oublions pas que nous avons livré une guerre contre l'une des armées les plus puissantes du monde. Rappelez-vous, quand en 98, le 2 août 98, éclate la deuxième guerre du RCD à Kinshasa, les Congolais réussissent à maîtriser, à couper le lien entre les membres du RCD et de l'APR qui étaient du côté du Bas-Congo et ceux qui étaient déjà arrivés à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des interventions de l'armée américaine, des hélicos américains qui sont allés prendre les membres de l'APR et du RCD qui étaient du côté du Bas-Congo. Donc c'est une guerre qui nous est menée par l'une des plus puissantes armées du monde, mais à travers des proxys interposés. Donc même si nous avions une armée puissante, nous aurions été vaincus. Pourquoi? Parce que ça aurait été une guerre dans laquelle interviendrait, comme elle est déjà intervenue, l'armée américaine. Ça, c'est dans le 2. J'ai toujours aussi dit, en analysant la guerre congolaise, que nous ne devons pas considérer le Congo comme une île. Saddam Hussein a été vaincu, Kadhafi a été vaincu. Et nous avons vu comment il y a eu un déploiement terrible de l'arsenal militaire de l'OTAN pour pouvoir détruire la Libye. Nous voyons maintenant ce qui se passe en Syrie. Est-ce que Bachar al-Assad n'a pas une armée forte? N'eût été les négociations menées par la Chine, la Russie et la Chine, et puis l'opposition de leur droit de veto au Conseil de sécurité, la Syrie n'existerait plus. Donc, n'analysons pas la guerre du Congo comme si c'était une guerre particulière. Elle fait partie de cet ensemble de guerres de prédation organisées par ceux qui veulent détruire les États-nations. Donc, c'est une guerre des entreprises transnationales et multinationales aidés par les politiciens de leur pays, mais une guerre qui participe de la destruction des États-nations, parce que, comme nous l'avons mentionné, ils voulaient depuis les années 70 passer des États-nations et démocratiques aux États post-démocratiques et post-nationaux. Cela aussi doit être compris si nous voulons bien analyser les en-dessous de cette guerre. Alors nous voyons qu'en fait, pour ce qui concerne le Congo et d'autres pays, il n'est question que de prédation, de destruction et d'accaparement des ressources. Alors si on fait le lien, comme vous l'aviez fait, si l'équivalence justement entre la colonisation et la civilisation aujourd'hui, on sait que c'est un mensonge. L'équivalence entre le lien maintenant entre le néolibéralisme qui est associé à la démocratie semble en être un aussi. Et vous l'avez un peu exposé dans l'article, les jours et les années à venir pourraient être durs pour l'Afrique et l'RDC. Alors, si c'est vraiment le cas, sur quelle base aujourd'hui repose un mensonge qui paraît vraiment grossier?
Sur quelle base aujourd'hui on peut dire que sur quelle base repose ce mensonge pour faire perdurer ce mensonge qui dure depuis la colonisation? Oui, mais nous avons évoqué les médias. Les médias qui sont une force très puissante dans la fabrication du consentement, comme dirait Noam Chomsky. N'eût été les médias dominants, peut-être que nous verrions les choses d'une autre façon. Ça, c'est l'un de deux. Il y a le travail mené par les experts dans le think tank. Ce travail fabrique des idées qui sont vendues. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'autre modèle en dehors du modèle néolibéral, et que vous vous rendez compte que le modèle néolibéral a comme matrice organisationnelle la compétitivité et la concurrence qui finissent par créer la guerre de tous contre tous, vous vous dites, ces experts vendent des idées nuisibles, mais ils les fabriquent pour les vendre. Donc il y a le travail des médias, il y a le travail des experts qui fabriquent une narration néolibérale du monde. Donc ce travail de destruction repose sur le paradigme néolibéral qui a comme matrice organisationnelle la compétitivité et la concurrence qui favorise la guerre de tous contre tous. Alors, la question qui se pose, c'est de comment déstructurer cette matrice néolibérale. Si nous recourons encore une fois au livre d'Isabelle Sengers et de Philippe Hugnard, ils parlent, eux, de la sorcellerie capitaliste qui détruit les cœurs et les esprits. Donc, quand vous vous laissez prendre par l'envoûtement de la narration néolibérale, c'est vos cœurs et vos esprits qui sont détruits. Donc, la narration néolibérale, le travail des experts, le travail des médias et le travail des task force, le travail de think tanks font que ce discours puisse s'imposer sur le long terme. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.